Alors, être entrepreneur, est-ce que c'est la classe, un peu comme ce que tu vois sur les réseaux, ou est-ce qu'il y a des choses un peu sous-jacentes qu'on ne dit pas vraiment? Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi un petit peu de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qu'on voit, des avantages et des inconvénients. Pour commencer un peu mon parcours, avant, j'étais dans la restauration, je gérais des restaurants et avec le temps qui passe et mon âge qui évolue, avec ma femme, on commence à avoir des envies un peu différentes et du coup, le rythme de vie que j'avais à ce moment-là ne correspondait plus à nos objectifs. Donc, on a commencé à vouloir changer un petit peu, en tout cas moi personnellement, parce qu'elle, elle avait un métier un peu plus classique. On vivait au Canada et on a décidé de rentrer. Et quand on est arrivé en France, j'ai eu l'occasion de créer un site pour quelqu'un. Alors c'est venu un petit peu de nulle part, hein. Des fois on dit que la vie elle vous met sur votre chemin ce dont vous avez besoin. Et bien là c'était vrai, c'était complètement le cas. Et du coup cette personne vendait un peu à l'ancienne, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment de site, il n'y avait pas de communication sur les réseaux, il y avait un vieux site internet qui drainait un peu des clients mais qui n'était pas du tout à jour. Et du coup, comme j'avais rien à faire à ce moment-là et que c'était un peu en pleine interrogation, il m'a demandé si je pouvais lui filer un coup de main. J'ai accepté. Écoute, ça engageait à rien, j'avais un peu de temps et j'ai commencé à faire ça. Du coup, j'ai créé tout un site internet qui a eu plusieurs versions, bien sûr, une version qui était toute dégueulasse parce que je m'y connaissais pas du tout. Et plus le temps évoluait, plus maintenant on a un vrai site qui fonctionne très très bien avec lequel on fait un beau chiffre d'affaires annuel. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de commencer à goûter aux joies, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Mais au début, comment dire, j'ai passé plusieurs mois, presque un an, sans revenus. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont on n'entend pas vraiment parler sur les réseaux. Tu as toujours des vidéos qui disent oui, comment j'ai fait 150 euros en 24 heures alors que je ne m'y connaissais pas et avec mon téléphone. Ça peut être vrai dans certains cas, mais bien souvent, c'est du gros bullshit pour te vendre une formation qui t'apprend à faire quelque chose, que la personne ne sait pas vraiment faire elle-même. Cette personne ne va pas faire du chiffre d'affaires avec justement le business dont elle te parle, mais plutôt avec la formation qu'elle est en train de te vendre. Et ça, c'est un gros problème. Alors, il y en a des très sérieux, faut pas cracher sur tout le monde, mais quand même, ce genre de personnes qui viennent te dire: «Oui, en un mois, j'ai fait, 30 000 € ou 10 000 € de chiffre d'affaires, alors que j'avais pas de compétences et que j'avais juste un téléphone, une connexion internet. S'il y a un truc à vendre derrière, méfie-toi. Il y en a plein qui donnent des super conseils. Souvent, les gens qui ont déjà fait leur beurre, ils te donnent beaucoup de conseils gratuitement et tu peux te bâtir là-dessus. Moi, c'est comme ça que j'ai fait toutes mes premières expériences. La seule formation, entre guillemets, que j'ai achetée, c'était pour du SEO. Et donc, on en reparle un petit peu plus concernant notamment la création de sites. Parce que quand tu commences, dans mon cas, c'était la création de site internet, et ben, déjà, il faut créer un site. Ça se fait vite. Ça peut se faire très très vite maintenant de créer un site internet. Assez vite, assez simple et assez bien. Mais déjà, ton site internet, si personne ne le voit, eh ben, il n'y a pas d'intérêt vraiment d'avoir un site internet. Donc, j'ai dû commencer à me renseigner sur qu'est-ce que le SEO, comment faire en sorte d'avoir mon site internet qui apparaît dans les premiers résultats de Google. Ça a déjà été quelque chose d'assez intense. Après ça, j'ai dû commencer à me renseigner. Donc déjà, dans le SEO, tu as ce qu'on appelle l'UX et l'UI. D'accord? Comment faire en sorte que ton site internet soit agréable à l'utilisateur et qu'en plus, il soit bien référencé. Les deux vont de pair, tu vois, tu peux pas les dissocier vraiment. En plus de ça, j'ai dû apprendre un petit peu le web design. Parce que les templates que tu as toutes préfabriquées, dès que tu commences à créer des nouvelles pages qui n'étaient pas prévues par le template, bah, il faut un peu les refaire et utiliser un peu ce qu'il y avait. Donc remodifier. Des fois, ça ne correspond pas tout à fait à tes attentes. Donc tu dois légèrement modifié. Ok. Après ça, j'ai dû apprendre aussi la conception graphique. C'est tout un monde ça aussi. Et chaque chose dont je parle là, c'est des métiers à part entière quasiment. Et c'est ça être entrepreneur, c'est être un couteau suisse de compétences quelque part. On en reviendra dans les points positifs et négatifs, mais du coup, j'ai dû apprendre la conception graphique. La première fois que tu mets les pieds dans un logiciel tel que Photoshop, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et du coup, j'ai appris ça. J'ai appris justement donc la conception graphique parce qu'après j'ai fait des flyers aussi et j'ai fait des triptyques, ce qu'on appelle. Donc c'est une sorte de flyer en 3 volets, des photos un peu modifiées, un petit peu embellies pour avoir sur les sites internet. J'ai dû apprendre aussi le montage, parce que mine de rien, quand tu veux communiquer un peu sur les réseaux, il faut commencer à savoir faire du montage. Et à l'époque, des systèmes comme CapCut n'étaient pas encore aussi bien développés, même si maintenant, un vrai bon montage, ça donne de grosses compétences, mais tu peux vite faire quelque chose de bien assez rapidement. Mais ça prend quand même du temps, ça faut pas l'oublier. J'ai appris la vente, parce que quand tu vends des produits, il y a des fois des gens qui t'appellent.
faut être capable de leur vendre. Tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si tu sais pas comment mettre ses points positifs en avant et aller trouver, on va dire, le désir sous-jacent au client pour l'achat de ce produit, tu vendras rien du tout. Donc ça sert à rien. J'ai dû aussi apprendre le copywriting. Le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Donc ça, c'était un peu avant tout ce que je viens de dire, mais pour le site internet. C'est ce qui d'ailleurs nous a fait décupler les ventes parce qu'une fois que c'était bien structuré avec des systèmes style AIDA ou Edge, comme on pourra le voir peut-être dans une autre vidéo concernant le copywriting, quand tu as aussi des phrases qui sont percutantes, où tu sais parler aux certains désirs sous-jacents, que tu sais comment mettre en avant avec des icônes et ainsi de suite, ça a vraiment tout changé. Pour moi, ça a vraiment tout changé. Mais ça, c'est aussi un métier à part entière. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut faire des trucs assez bien sans trop de difficultés. Mais c'est pas parfait encore. Ça viendra, mais il y a encore beaucoup de choses à revoir pour que ce soit vraiment top. Ça donne une bonne base d'inspiration, on va dire. Donc j'ai dû apprendre, et là je dois en passer d'autres parce que je réfléchis, mais tu te rends pas compte à quel point il y a plein de petites choses à apprendre. Donc ça fait partie un peu des... Là, j'ai commencé indirectement à parler des points négatifs dans mon parcours, mais si je vais directement dans les points négatifs, justement, d'être entrepreneur, parce que c'est quand même trop bien. On va pas se mentir, c'est vraiment quelque chose, une fois que ça fonctionne, c'est trop génial d'être entrepreneur. Mais on va commencer par les points négatifs et je vais après finir par les points positifs parce que pour moi, c'est l'image que ça en a en tout cas. Donc dans les points négatifs, déjà quand tu commences, moi j'ai créé une auto-entreprise au début, sache que tu n'as aucune sécurité. Voilà, c'est l'un des trucs les pires, c'est que tu as zéro sécurité, tu as zéro chômage. Si jamais ça foire, tu as zéro chômage, tu n'as pas de retraite qui est cumulée vraiment, ou c'est très très faible. Tu n'as pas de CAF ou ce genre de choses. Tu as la sécurité sociale, mais c'est très très limité. C'est-à-dire que si demain je me pète un bras, j'ai aucune aide pour m'aider jusqu'à ce que tout revienne. Et si je travaille avec mes deux mains, bah, t'imagines que ma capacité à générer des ventes par le biais des ordinateurs et tout, c'est nul. Donc c'est un double impact hyper difficile. J'ai dû déménager pendant cette période-là. Ça va faire presque 4-5 ans que je suis entrepreneur. À un moment, au bout de 2 ans, j'ai dû déménager. Eh ben, c'est pas si simple. C'est pas si simple parce qu'en France, on a besoin d'un CDI, on a besoin de feuilles de paye, on a besoin de garant, on a besoin de tout ça. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu peux avoir des garants, tu peux avoir quelques petites choses, mais les feuilles de paye, tu n'en as pas. Le chiffre d'affaires, ça parle à personne. Donc du coup, ça a été vraiment dur. Heureusement, on est tombé sur des entrepreneurs eux-mêmes qui nous ont dit, bah non, on ne peut pas fermer la porte à des gens comme vous parce que nous-mêmes, on en est. Et c'est, enfin, heureusement. Et ça, c'est un point un peu plus avec les CDI et la France. On croit que c'est un gros avantage, mais quand tu as vécu à l'étranger, tu te rends compte que c'est un gros inconvénient dans beaucoup de cas. C'est plus, au lieu d'avoir une sécurité, je vois plus ça comme un boulet maintenant. Mais écoute, c'est comme ça que c'est régi, donc il faut faire avec. Après, tu as aussi une question de gestion financière. Quand tu es entrepreneur, ça va, tu as très peu de gestion, c'est très facile à ouvrir, ça fait partie des gros points positifs. Mais quand tu es t'as déjà une limite de chiffres en tant qu'auto-entrepreneur, donc t'es pas soumis à TVA et à partir d'un certain montant, je crois que c'est 38 000, tu dois être assujetti à la TVA. Donc ça, c'est un avantage parce que tu peux facturer moins cher que d'autres en ayant le même intérêt. C'est-à-dire que si je facture une prestation à 100 euros, eh ben, je vais avoir 100 euros dans ma poche, entre guillemets, sans les taxes de l'État qui sont à peu près de 23%. Mais si tu es entrepreneur sur une forme juridique, donc SARL, SAS ou quoi que ce soit, tu dois facturer la TVA immédiatement. Donc tu fais payer 120 euros à ton client. Donc il y a quand même une différence. C'est un avantage qui devient un inconvénient un peu plus tard, mais ça c'est autre chose. Et cette limite aussi de chiffre d'affaires, je crois que c'est 80 000 où tu dois changer de statut, et ben ça peut être un frein psychologique. Tu dis, attends, j'ai pas envie de faire plus parce que là, pour l'instant, tout est très facile. C'est vrai qu'une auto-entreprise à gérer, c'est simple, t'as pas de comptabilité, t'as pas tout ça, ça c'est dans le point positif. Donc, indirectement, dans ta tête, tu peux vite te limiter, te dire, ok, c'est bon, et pas aller plus haut, pas faire ton potentiel, ton plein potentiel, parce que c'est possible d'aller faire 5-10 000 euros par mois. C'est possible. En plus, maintenant, je crois que ça n'a jamais été aussi simple. Ça demande du travail, d'accord? Mais c'est possible. À côté de ça, dans les points négatifs, là, c'est quand tu es dans une vraie société avec une forme juridique, les charges sociales, oh, ça pique. La gestion financière, c'est-à-dire qu'il faut bien calculer ses intérêts, ses dépenses, il faut bien calculer aussi les retours de TVA que tu vas avoir, les TVA que tu vas devoir sortir. C'est un jeu financier très pointu. Quand tu t'y connais bien, c'est assez intéressant, mais au début, c'est vraiment dur. En plus de ça, au tout début, on te demande de choisir ta forme juridique. Donc je récapitule, tu as SARL, EIRL, je crois que c'est la forme unipersonnelle de SARL, tu as SAS,
Et SASU, pareil, SASU, c'est la forme unipersonnelle de la SAS. Il y en a peut-être d'autres que j'oublie au passage, mais en gros, c'est les deux principaux, enfin les deux et les deux sous-variantes principales de forme juridique. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients. Et au début, pour choisir et s'y retrouver, ça demande du temps. D'accord? En plus, tu peux être, en fonction des formes, tu peux être assujetti à l'impôt sur les revenus ou l'impôt sur les sociétés. C'est un vrai jeu, c'est un vrai jeu. Ok, donc ça fait partie pour moi. Tu te retrouves déjà à devoir créer ta société. Si en plus de ça, tu n'as pas déjà de l'expérience dans ce que tu veux monter, il faut que tu apprennes tout ce que tu es en train de faire, plus savoir ce que tu dois faire avec ta forme sociale, juridique de ta société, c'est ouf. Tu peux vite être, comment dire, te sentir un petit peu dépassé par tout ce que tu as à faire. En plus, comme je le disais, donc faut avoir beaucoup de compétences souvent quand tu es entrepreneur. C'est par exemple les mecs qui font du YouTube, on croit que c'est hyper simple, mais mine de rien, ça demande le fait de savoir parler à une caméra, ça demande pas forcément beaucoup de matériel au début, ça c'est faux, tu peux avoir un téléphone, ça fonctionne très bien avec une lumière et bien orienté, un petit micro et ça passe. Tu dois savoir faire du montage, tu dois savoir faire de l'écriture, tu dois savoir te positionner, capter l'attention, avoir une sorte de copywriting verbal, on va dire. Souvent ça a été utilisé, en tout cas les structures de copywriting sont utilisés aussi pour faire des scripts de vidéos, avoir des idées, enfin ça demande beaucoup plus de compétences que juste ce qu'on peut voir des fois. Pareil, tu veux te lancer dans le dropshipping, on te dit que c'est trop génial, c'est pas faux, ça l'a été, ça l'est moins, c'est plus difficile, mais c'est toujours le cas. Ça demande quand même le fait de savoir créer un site. On a vu que ça pouvait être facile, mais quand c'est bien fait, c'est déjà plus difficile. De faire un bon copywriting pour donner envie de vendre, ça c'est primordial. De réussir à faire certaines conceptions graphiques un petit peu quand même pour mettre en avant ton produit, même si maintenant tu as de l'intelligence artificielle depuis pas longtemps, ce qui est beaucoup plus simple, mais quand même, il faut être capable de faire un bon marketing. Et ça, le marketing, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut croire. Moi, j'ai appris ça aussi, je crois que pas en avoir parlé tout à l'heure, un peu plus vers la fin, mais c'est énormément de choses à apprendre. Le marketing, ça englobe plein de choses. Tu dois savoir faire un petit peu des communications sur les réseaux, donc ça fait un peu partie du marketing aussi. Tu dois savoir faire de la pub, et tu peux le faire toi-même, mais au début, c'est pas rentable, à moins d'être vite très bon, d'avoir un truc. euh, c'est quand même un métier aussi en soi. Donc là, on vient de cumuler, on va dire, 6, 7 métiers dans une seule activité. C'est pas rien, c'est pas rien. Encore une fois, c'est possible. C'est comme les mecs qui te vendent des formations. Oui, c'est facile de vivre des formations. Quand tu as un très bon sujet, quand tu es expert dans ton domaine, tu peux le faire. Et ça demande encore une fois des compétences annexes. Savoir faire un site, encore une fois, le mettre en ligne, faire un bon montage, donner envie. Enfin, vraiment, ça demande plein de compétences annexes et la régularité. Ça fait partie des points un petit peu négatifs, c'est que tu peux pas lâcher l'affaire. Tu peux pas lâcher l'affaire. Quand tu pars en vacances, bah, si t'as pas de chiffre qui rentre, toi, t'as rien à payer. C'est pas comme en CDI ou quand t'es employé, où tu as des mois de congé, enfin des semaines de congés payés que tu peux cumuler, et ainsi de suite. Là, bah, mine de rien, si tu arrêtes de travailler, t'as rien. À moins de mettre des offres, comment dire, à abonnement. Là, les mecs qui arrivent à mettre des abonnements, c'est dans les plus durs à vendre, mais c'est ce qu'il y a de plus intéressant, au final, sur le long terme, on va dire. Parce qu'après, ton business travaille un peu tout seul pour toi. Tu as aussi le fait, bah, mine de rien, de savoir travailler intelligemment. Parce que des fois, on va se retrouver à faire beaucoup de choses, à taper dur dans la balle, à travailler fort, mais ça sert à rien. C'est pas ça qui va te ramener du chiffre, des clients ou de la vente. Il faut être capable de discerner quelles sont les meilleures choses à mettre en place maintenant qui vont te ramener des ventes et les choses qui peuvent attendre. Ça demande vraiment un peu de discernement, de connaissance et de réussir à bien être organisé. Ça, c'est vraiment important et tu peux aussi vite, ça c'est un point négatif que j'ai remarqué, où tu peux vite t'isoler un peu, surtout quand tu es solopreneur, quand tu travailles pour toi ou même que tu es des clients mais que c'est ton chiffre d'affaires et que tu n'es pas associé avec quelqu'un, bah, tu peux vite te retrouver à travailler de chez toi, tout seul et à un peu fermer ta vie sociale parce que bah, tu te dis oui mais il faut que j'y aille, si je sais pas assez j'aurai pas de chiffres, j'aurai pas de quoi payer machin, ceci, faire vivre. Enfin, moi j'ai une femme et un fils, donc il faut aussi, même si indépendant, tout ce qu'on veut, hein, mais ça fait partie de notre vie de famille. On doit avoir des sous pour se nourrir et permettre à notre enfant aussi d'avoir des activités et ainsi de suite. Donc ça peut être une vraie pression mentale aussi, c'est à savoir. Ça fait partie du mindset. Euh, je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur les réseaux avec l'art du mindset.
c'est à la fois très vrai et à la fois, les mecs, ils vont trop loin. C'est-à-dire quand tu les regardes, les routines matinales, ils se lèvent à 6 heures, ils commencent à bosser à 10 heures parce qu'ils ont fait, quantité de trucs. C'est trop, c'est trop. Moi, je me lève certes à 6 heures, je fais un peu d'étirement, un petit peu de réchauffement musculaire pour me réveiller la tête parce que le café, enfin le corps, parce que le café, ça réveille la tête, mais t'étais pas alerte. Donc un peu d'échauffement physique, c'est hyper bon. Tu es tout de suite beaucoup plus lucide. Je lis et au bout d'une heure et demie, je commence à bosser. C'est important de lire, c'est hyper important, c'est ce qui m'a permis d'apprendre autant de choses. Mais voilà, j'ai une routine, ça c'est important de s'y tenir, d'avoir une hygiène de vie quand tu es entrepreneur, c'est hyper important, à mon sens, ça n'engage que moi. Et pareil, la visualisation, là c'est une petite aparté, les gens ont en fait plein de trucs, genre imagine-toi millionnaire, machin, la vie qui va avec, et tu verras que ça viendra. Ouais, mais en fait, à mon sens, c'est très vrai quand tu t'imagines en train de travailler pour le million que tu vas acquérir. Tu vois, quand tu te visualises, c'est comme un mec qui fait l'escalade en fait. J'en ai fait un moment, tu visualises les prises que tu es en train de prendre pour monter. Tu te visualises pas en train d'être le champion parce que dès- c'est la finalité, mais c'est pas le chemin que tu vas parcourir pour y aller. Donc c'est beaucoup plus puissant de se voir en train de mettre en place des choses, de travailler et de se cravacher plutôt que s'imaginer en lambeaux en train de flamber et de cramer parce que derrière, bah, tu vas rien mettre en place pour réussir. Ça, je trouve ça dommage dans les nouveaux types de mindset qu'on peut voir sur les réseaux. Et aussi, en parlant des réseaux, les entrepreneurs sur les réseaux qui sont genre c'est trop génial la vie, à Bali, devant des paysages extraordinaires avec un petit ordinateur. C'est pas tout à fait vrai pour tout le monde. Il y a une fois que tu as réussi, c'est vrai de fou. Tu peux travailler n'importe où, ça se fait partie des gros points positifs. Du moins, quand tu travailles en tant qu'infopreneur, solopreneur ou avec un ordinateur et une connexion Internet. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'un garagiste qui a son garage, c'est un entrepreneur. Un plombier qui a son compte, c'est un entrepreneur. Un avocat, par exemple, qui est associé et qui ont leur cabinet, c'est des entrepreneurs. Il y a une mode récente là de dire que l'entrepreneuriat, c'est ça, mais ça fait des années que ça existe et au début, c'était pas si bien vu que ça. Maintenant, on dirait que c'est le truc à faire de ta vie, sinon t'es un nul. Mais à la base, c'était assez mal vu. Quand tu disais que tu étais entrepreneur, on te voyait comme un mec instable, qui n'a pas de sécurité, qui ne pourra pas gérer l'avenir s'il y a un souci. Enfin, il y a une évolution de perspective qui est très bonne, mais attention à ne pas aller trop dans l'excès non plus. Maintenant, si on parle un peu plus des points positifs, comme je te disais, bah, c'est quand même trop génial. C'est trop bien d'avoir réussi à créer ça. C'est une vraie satisfaction personnelle de se dire que c'est toi qui as fait tout ça, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as mis en place. C'est aussi toi qui as merdé des fois, mais il n'y a pas de mauvaise expérience tant qu'on en tire des bonnes leçons et qu'on arrive à ne pas les répéter. C'est vraiment une satisfaction personnelle qui est excellente. J'ai jamais connu ça quand j'étais employé. Oui, t'as des côtés où tu es content, tu as réussi à faire ça, machin, mais là, c'est autre chose. C'est un autre level. C'est vraiment autre chose. En plus de ça, tu as une certaine indépendance. C'est-à-dire que tu travailles pas du lundi au vendredi de 5 heures enfin de 9 heures à 5 heures. C'est toi qui choisis. Si tu es du soir, tu travailles le soir. Si tu es du matin, tu travailles le matin. Si t'as pas envie de travailler le mardi, bah, tu travailles pas le mardi. Euh, enfin, c'est vraiment très très flexible. C'est hyper agréable parce que tu le fais quand tu as envie. Il faut rester structuré, il faut avoir une bonne organisation malgré tout, mais tu fais ça quand tu veux. C'est une grande flexibilité, pareil, ça c'est les points positifs. C'est que tu pars en vacances, moi, tu peux continuer un petit peu à travailler. Tu peux décider d'aller sur les routes pendant 6 mois, et bah, ça peut ne pas impacter ton chiffre d'affaires parce que tu travailles en même temps. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui le font. Il y a des sous, il y a aussi des inconvénients à faire ça, mais c'est une possibilité malgré tout. En plus de ça, donc liberté géographique, ça je viens d'en parler, tu peux aussi diversifier tes revenus. C'est-à-dire que même si tu es employé, grâce à l'auto-entreprise, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, tu peux créer quelque chose et faire des tests. Donc déjà tu peux diversifier un peu tes revenus, même si tu arrives à faire que 1000 balles avec ton auto-entreprise, mais que tu as ton salaire d'employé à côté, c'est quand même trop bien. En fonction du temps que tu investis, encore une fois, pour faire ça, hein. Et ça te permet, et moi, je suis contre cette pensée de faut brûler le bateau, genre quitte tout ton travail et tu verras, tu vas te lancer à fond. Moi, je suis d'abord pour tester,
regarder ce qui fonctionne pas, et quand tu vois ce qui fonctionne, chut, tu pousses la manette, tu y vas un peu plus, et après tu te libères et tu continues. Je recommande pas ce que j'ai vécu pendant presque la première année. C'est beaucoup de stress, d'inquiétude. C'est ça marche pas. Heureusement, j'avais ma femme qui, elle, avait son revenu aussi. Notre enfant était tout petit, donc il était encore allaité, donc il n'y avait pas vraiment de frais à ce niveau-là. J'avais des amis qui avaient pu nous héberger dans une de leurs, dans une maison sans qu'on paye de loyer pendant quelques temps. Voilà. Mais brûler le bateau, si tu as une bonne idée que tu cartonnes, il y en a qui ont besoin de ce genre de défi pour avancer, mais malgré tout, ça peut avoir des gros inconvénients. Donc, ça, c'est aussi l'avantage de l'auto-entreprise, c'est que c'est facile à créer par rapport à une société. C'est hyper facile, ça prend quelques minutes sur Internet. Tu dois juste choisir en fonction de 2-3 détails si tu es imposé, l'impôt libératoire. Il y a certaines choses comme ça à régler, mais c'est assez facile. Tu peux facilement tester des projets sans être trop contraint. Normalement, tu es censé avoir quand même un code APE, donc un secteur dans lequel tu travailles. Mais c'est pas toi qui vont venir vraiment regarder au début. Tu peux dépasser un tout petit peu en faisant attention. Tu peux ajouter des codes APE. Moi, je l'ai fait. Tu peux en ajouter. Donc, c'est pas comme un cabis qui est beaucoup plus. Tu sais, c'est très normé. Tu vois, faut vraiment inclure pas mal de choses. Tu peux aussi le modifier, mais pareil, ça coûte des sous. Là, ça m'a rien coûté, je crois, d'ajouter des codes APE. Tu peux aussi. T'as pas de comptabilité à faire. Alors moi, je recommande d'avoir quand même un système où tu es clair, mais dans l'absolu, t'as pas de comptable. Et ça, c'est des frais en moins quand même. C'est vachement intéressant. C'est euh, c'est hyper intéressant. T'as pas ce genre de frais supplémentaires qui peuvent vite te coûter 100, 200, 300 euros par mois en plus parce que tu as ça. T'as pas mal de choses. T'as pas de TVA. Ça fait, comme je disais tout à l'heure, un des points positifs, c'est que tu factures enfin, c'est beaucoup plus intéressant pour certaines personnes de travailler avec toi qu'avec une société. C'est un peu déloyal des fois, mais pour toi, c'est intéressant. Un point négatif que j'ai pas cité tout à l'heure, c'est la responsabilité civile quand tu es auto-entrepreneur. Si ta boîte fait faillite, en tant qu'entrepreneur, auto-entrepreneur, c'est toi le responsable et c'est toi qui vas payer pour ta faillite. Alors je te le déconseille pas, mais mine de rien, si tu fais des investissements douteux ou quoi que ce soit, et que tu te retrouves endetté, c'est toi qu'on va venir saisir. Alors que ta société, bah, c'est la société qui tombe, c'est pas toi. Tu n'as pas de responsabilité civile. Ça, c'est un point négatif aussi que je trouve en France, c'est que c'est ta société qui travaille pour toi. Pardon, c'est toi qui dois travailler pour ta société et pas l'inverse. Mais comment ça, pas l'inverse? Bien sûr que si, ta société doit travailler aussi pour toi. Sinon, tu fais pas ça, tu restes employé. Je trouve ça un non-sens ici, un peu abusé. Dans les points positifs, quand tu as une vraie société par contre et que tu commences à avoir un vrai chiffre d'affaires, c'est la gestion financière. J'en disais tout à l'heure que c'était la merde, mais une fois que tu t'y connais un petit peu, tu peux sortir énormément de frais de ton chiffre d'affaires et du coup te retrouver à avoir un taux d'imposition très faible. C'est simple, c'est pas pour rien que beaucoup de formateurs ou quoi que ce soit font des vlogs sur YouTube ou quoi que ce soit parce qu'ils font payer leur billet d'avion, ils font payer leur location, ils font tout passer sur leur société. Tu as même le droit, un petit montant certes, mais d'acheter de la nourriture pour toi à travers ta société. Tu peux déduire, si tu travailles de chez toi, ton loyer, presque même le faire payer complètement en fonction de la superficie de ton bureau par rapport à ton logement. Mais si tu as besoin d'une nouvelle voiture pour aller à ton bureau, par exemple, tu peux faire passer énormément de frais. Et c'est là tout l'intérêt d'être en société. Avoir une vraie société, c'est cette gestion-là, en fait. Si tu commences à dépasser un certain palier de chiffre d'affaires et que tu as des frais, parce que si tu n'as pas de frais, c'est pas intéressant, mais si tu as des frais, notamment en SARL, tu peux vraiment les limiter, avoir quelque chose de très très cool. En SAS, on va plus chercher, si tu as peu de frais, on va dire, à ne pas prendre de salaire pour te les reverser en dividende après. C'est un jeu, mais quand tu t'y connais, il y a moyen de faire des choses vraiment sympas et du coup d'alléger considérablement tes charges, chose que tu peux pas faire en tant qu'auto-entrepreneur. Et l'un des points, à mon avis, les plus positifs aussi, c'est que quelque part, t'es l'avenir. T'es l'avenir. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent j'ai énormément de mal à trouver des bons employés parce que les bons, eh ben, ils sont mis à leur compte. Et c'est un peu ça en fait. C'est le, le, le point de vue à ce niveau-là en France de l'employé pour une grosse industrie. Je trouve qu'il va mourir petit à petit. Il est plus trop adapté à tout ce qui se passe. Pour avoir vécu en Nouvelle-Zélande, au Canada, et voir un petit peu leur état d'esprit un peu à l'américaine quand même, hein, qui a des avantages et des inconvénients, mais il y a une ouverture là-dessus. Genre ici, tu rates,
On va dire: «Ah, t'as vu, t'as raté, t'es nul, machin». Là-bas, tu rates, on dit: «Ah, mais t'as essayé, mon gars. Ah, vas-y, recommence, ça va fonctionner». C'est des mentalités, des points de vue qui sont encore, à mon avis, qui vont petit à petit ne plus être bons sur le long terme et tu représentes l'avenir en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Moi, ça a été vraiment quelque chose de super agréable et si j'ai un conseil pour cette conclusion, pour les gens qui se lancent et qui se disent: «Ah, peut-être que ça va être trop dur pour moi» et ainsi de suite, fais une chose à la fois. Prends le temps de faire une chose à la fois. Ne te laisse pas décourager parce que je veux dire, c'est en faisant un pas à la suite qu'on arrive à faire des kilomètres. Et c'est ces kilomètres qui arrivent à faire ensuite des grandes, grandes distances. Et la différence, il y a aussi ce qu'on appelle le plateau du potentiel latent. J'essaierai de mettre une petite image ici. C'est un concept que j'ai lu dans Atomic Habits de James Clear qui est excellent. Qui est excellent. Et c'est souvent on ne se rend pas compte que on abandonne alors qu'on est en train de l'effet cumulé en fait. On est en train de cumuler des expériences et des connaissances qui, quand elles vont passer un certain point, vont être exponentielles et vont nous faire décoller complètement. Et le problème, c'est qu'on s'arrête souvent. On pense que notre croissance est linéaire alors qu'elle n'est pas du tout. Elle est incurvée et exponentielle. Et souvent, c'est là où on s'arrête. Donc, faut pas lâcher et y aller une étape à la fois. Essayer d'être intelligent dans sa façon de fonctionner, de ne pas perdre de temps sur les détails. Moi, j'ai perdu énormément de temps à faire des petits ajustements alors que c'est pas ça qui allait vendre. Ça, c'est bon quand tu le fais, quand tu as tout mis en place, tu peaufines. Mais au début, mais fais les grosses choses, les choses qui vont avoir le plus d'impact. Et c'est une expérience vraiment unique que je recommande à tout le monde. Voilà, c'était un plaisir pour moi de te parler de mon parcours dans l'entrepreneuriat. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. S'il y a des points sur lesquels tu veux que je creuse plus profondément, dis-le moi, j'en ferai une vidéo, ce sera avec plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine.